That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Quand Microciné a été créé il y a quelques mois de cela, j'ai dressé une liste de thématiques que je voulais absolument explorer, questionner sur cette chaîne. Il y en a à peu près une dizaine. Et il y a comme ça 2-3 films que j'avais envie de discuter avec d'autres personnes, dont La prisonnière du désert, par exemple, pour n'en citer qu'un. Et parmi ces 3 films, il y en a un qui est très important pour moi, pour mon rapport à la cinéphilie, bon, à la vie, même j'ai envie de dire ça, c'est Psychose. Et il s'avère qu'il y a quelques mois de cela, j'avais invité, pour fêter les 2000 abonnés sur YouTube, j'avais invité Pierre-Julien Marest, des éditions Marest. On avait longuement discuté et à un moment, je lui ai parlé du rapport que j'entretenais avec Psychose, découvert à l'âge de 7-8 ans, quelque part en Kabylie, lors d'une nuit assez incroyable. Et il me disait à ce moment, il me dit, mais il faut absolument que tu lises un livre que j'ai publié qui s'appelle Alma a adoré, Psychose en héritage, de Sébastien Rongier. Je lui dis, bah, avec plaisir. Et sitôt dit, sitôt fait, 2-3 jours après, je recevais le livre que j'ai dévoré, j'ai contacté l'auteur, ça a mis du temps, mais il est là aujourd'hui et on va parler de ce livre qui a été édité en 2019 et je suis très content, je montre quand même la couverture et Sébastien Rongier est à côté de moi, il a un petit problème technique au niveau de l'image mais c'est pas grave, en tout cas on l'entend bien. Comment allez-vous? Bonjour, merci. Oui, je suis très très heureux que nous réussissions enfin à discuter autour de ce film et de ce livre. Et donc, merci pour cette invitation. Bon, je vous en prie. En tout cas, je remercie Pierre-Julien voilà, pour l'aide apportée à la conception de cette émission. On va commencer d'emblée. Je vais vous poser une question dont je connais parfaitement la réponse parce que dès l'entrée du livre, on comprend un peu pourquoi le livre existe. Mais celles et ceux qui n'ont pas le livre et dont le lien qui renvoie au livre se trouve dans le descriptif de cette vidéo, donc vous pouvez vous cliquer dessus pour pouvoir vous le procurer. Juste une simple question. Qu'est-ce qui s'est passé à Perpignan? À Perpignan, figurez-vous qu'il y a un musée, un très très beau musée, le musée Hyacinthe Rigaud, qui il y a quelques années, après avoir fait peau neuve, donc a rouvert ses portes. Et c'est un musée que je fréquente assez régulièrement et que à l'occasion d'un travail autour de Psychose, eh bien, j'ai eu le bonheur finalement de découvrir que le tableau que Norman Bates décroche pour regarder Cabin One, pour regarder Janet Leigh, enfin le personnage qu'elle incarne se déshabiller, eh bien ce tableau était le modèle dans lequel Hitchcock a puisé sa source, et que ce tableau était au musée de Perpignan. Enfin, je dois préciser qu'il a été au musée de Perpignan, puisque le livre s'ouvre sur une sorte de rêverie où je vais au musée de Perpignan à la recherche de ce tableau, en sachant que ce tableau a été volé en 1972 et qu'il n'a jamais été retrouvé. Et donc, mon livre s'ouvre un petit peu sur cette déambulation dans le musée de Perpignan et la rêverie autour de ce tableau volé, qui va être l'occasion de faire ressurgir Psychose et les enjeux du film, et qui va aussi nous faire nous retrouver à la fin du livre dans ce musée, puisque finalement il y a une sorte de récit cadre qui vient un tout petit peu donner la possibilité d'entrer à l'intérieur d'une réflexion autour de Psychose, et donc je termine en m'interrogeant sur l'identité du voleur, hein, parce que voler ce tableau, qui est, je crois, le seul tableau qui a été volé au musée de Perpignan à cette date, eh bien, voler ce tableau n'est sans doute pas le fruit d'un hasard, hein, donc il reste à rêver. J'ai plusieurs hypothèses que j'émets à la fin du livre.
l'hypothèse de Cary Grant en étant une, on peut supposer que Cary Grant ait pu voler le tableau, donc il faudrait reprendre là l'emploi du temps de Cary Grant en 72, ou plus certainement, là, c'est la rêverie qui va là. J'espère que c'est un Hitchcockien qui a volé le tableau, voilà. Pire, un cinéphile. Pire, oui, un cinéphile. pire. Bah oui, non, évidemment, je ne voulais pas employer le terme à dessein pour ne pas justement subir les foudres de la politique des auteurs. Ah oui, attention. En plus, vous êtes mal tombé sur cette chaîne. On est un peu sensible à ça. Mais bon, le point Goldwyn, ça serait les cahiers du cinéma, si je peux me permettre cet humour un peu douteux. Mais alors le tableau, c'est Suzanne et les vieillards, quand même, de Willem von Mieris. Et c'est ça. Et vous évoquiez Cary Grant, ça on va en parler après, mais c'est incroyable. C'est parce que on va en parler après de Cary Grant et le rapport avec ce tableau et ce musée. Écoutez, en fait. C'est toujours très compliqué de structurer une émission dans laquelle on va parler de psychose. On ne sait jamais par où commencer. Et moi, la première question que j'ai très envie, enfin la véritable vraiment première question que j'ai très envie de vous poser, c'est quand on s'attaque à un film aussi fondamental et important pour toutes les raisons que nous savons déjà, et aussi pour des raisons assez mystérieuses, comment on se place par rapport à ça? Comment on se positionne? Comment on va se lancer dans la structure d'un tel bouquin, même si on part d'un point A qui est assez original, ce tableau. On a l'impression d'être dans un film de Raoul Ruiz, l'hypothèse du tableau volé. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et on se dit, bon, mais là, on va pas. Mais on s'attaque vraiment. Je veux dire, quand on parle, par exemple, de Richard Fleischer, parce qu'il y a un point commun avec Marest, c'est quand même un cinéaste qui a été malheureusement sous-estimé. Donc, on se dit, tiens, très peu de choses ont été faites sur ça, et on peut y aller. Mais Psychose, c'est tellement imposant, c'est tellement lourd aussi, ça finit par être lourd. Comment, en 2019, un auteur, un écrivain comme vous, se dit, bon, comment je vais attaquer ce film qui est devenu peut-être un peu trop officiel? Ça m'intéresserait de savoir. Oui, alors il y a deux choses, deux portes d'entrée. La première, c'est justement d'être très conscient que ce film est un monument, que tout a été écrit sur ce film, etc. Et finalement prendre suffisamment de recul pour embrasser cette connaissance théorique, esthétique, cinématographique autour de ce film, et puis d'avoir la folle désinvolture de malgré tout décider de trouver un angle, une porte d'entrée, de frayer un chemin à l'intérieur de cela. Et puis la deuxième chose, c'est justement de choisir son chemin et de faire un pas de côté. Le chemin, c'est bien évidemment de rappeler l'enjeu esthétique du film. Je le fais à différents moments, en rappelant bien évidemment un certain nombre de grandes plumes qui ont pu écrire des choses sur ce film. Je ne vais pas non plus inventer l'eau tiède, mais de trouver quelques petites portes d'entrée à la fois sur une explication théorique, une proposition théorique autour du film, et puis surtout, et ça je crois que c'était un élément qui pour moi était vraiment très très important, c'était à la fois de rappeler que oui, Hitchcock est un cinéaste qui structure une pensée, et notamment en France, on parlait à l'instant de la politique des auteurs, il est ce modèle de la politique des auteurs, mais que finalement, ça n'est qu'une jambe de la marche hitchcockienne, et que Hitchcock est en effet un auteur, mais aussi un cinéaste qui s'inscrit dans une industrie et qui utilise parfaitement cette industrie et qui est tout à fait capable d'avoir une logique commerciale qui s'inscrit très profondément dans une activité qui notamment est une activité télévisuelle. Et ça m'a semblé être aussi
très important de montrer qu'il y a une démarche qui est infiniment plus riche d'expérience que la simple entrée, je dirais, strictement esthétique. Même si je peux avoir, voilà, de choisir à un moment donné d'expliquer la séquence de la douche et le film à partir de la question de la notion du sublime kantien, ce que je peux faire à un petit moment pour essayer d'apporter une sorte de lecture un petit peu esthétique théorique, mais de toujours rappeler que Hitchcock, à ce moment-là, est aussi quelqu'un qui a une émission de télé, un show à la télévision, Alfred Hitchcock Present, et que ça va aussi avoir une influence considérable à la fois dans la construction du film, mais aussi dans le lancement et dans la réception du film. Et qu'il y a des objets, je m'intéresse notamment beaucoup à la bande-annonce du film, qui sont des objets cinématographiques et des objets de promotion du film qui sont absolument à rappeler et à tenir, il faut en tenir compte absolument pour comprendre l'impact profond que le film va avoir sur la population des années 60, 70, 80, etc., etc. Et ça, c'était un élément important. Et puis l'autre aspect qui était pour moi tout à fait important, parce que ce livre, en effet, je l'ai écrit en 2019, c'est que le film est un point historique qui va avoir des conséquences, ce que j'appelle un effet cinéma, tout à fait considérable jusqu'à aujourd'hui. Et c'est-à-dire que le film hante littéralement la cinématographie et la cinéphilie mondiale, et que c'est un petit peu ce que j'essaye de parcourir dans mon livre. Avec un élément qui, pour moi, a été un élément absolument central dans mon parcours à l'intérieur de ce projet, ça a été la découverte de l'écrivain Robert Bloch, l'auteur du roman, puisque Psychose est un film adapté d'un roman de Robert Bloch qui s'appelle Psychose, qui est un livre sorti en 1959. Or, Robert Bloch est un écrivain absolument incroyable, qui a une œuvre considérable et qui a écrit 2 suites à Psychose, enfin 2 suites à son Psychose, à son roman. Hein. Et donc voilà, la découverte de Robert Bloch, qui pour moi a été tout à fait considérable. Et puis deuxième élément, ça a été également le choix d'aller aussi dans des endroits que l'on ne considère pas. C'est-à-dire que le film d'Alfred Hitchcock, Psychose, a donné lieu à 3 suites cinématographiques, Psychose 2, Psychose 3, Psychose 4, hein, et qui sont des objets cinématographiques que je souhaitais réhabiliter. Il faut les regarder, il faut les voir, pas simplement comme des objets historiques, puisqu'il s'agissait aussi de reprendre une sorte de geste de l'effet Psychose dans le cinéma, mais aussi d'en envisager les enjeux esthétiques et de voir quels pouvaient être les échos, les liens qui se tissent entre le film matriciel d'Alfred Hitchcock et puis ces autres films. Bon, et puis après, il y a toutes les autres occurrences, mais il y avait aussi ces éléments-là qui ont fait que, travaillant sur Psychose, je voulais aller dans le film, mais aussi faire le pas de côté de voir l'effet Psychose dans la suite du cinéma et de me rendre compte que il y avait des choses très intéressantes à reprendre. Il fallait reprendre langue justement avec ces suites que tout le monde méprise et puis les envisager d'une manière un petit peu sérieuse. Mais c'est ça la force du livre, entre autres, c'est que vous évoquiez les 3 autres psychoses, donc le 2, le 3 et le 4.
Mais il y a aussi autre chose, c'est que vous prenez le temps de revoir le film de Gus Van Sant et de le réhabiliter aussi, parce que très souvent ce film est perçu comme quelque chose de malsain, et ça vous en parlez aussi dans le livre. Oui. Mais avant de parler de tout ça, et on en parlera, ça je vous jure qu'on en parlera, il y a juste une question que je vous ai pas posée et je pense pas le trouver dans le livre si vraiment j'ai bien lu. Vous ne dites pas quand est-ce que vous découvrez Psychose, à quel âge vous le découvrez ce film? Non, ça, je vous avoue que c'est assez flou en fait dans ma mémoire cinéphile. Il est certain que Psychose, je le dis dans le livre, moi je suis d'une génération et d'un environnement social et culturel qui découvre Hitchcock à la télévision. Donc, voilà. Moi, c'est un élément assez structurant et je l'évoque dans le livre. Ça n'est que plus tard que je verrai finalement Hitchcock au cinéma. Et donc, ce qui moi, ma porte d'entrée vers Alfred Hitchcock, c'est beaucoup plus Fenêtre sur cour ou d'autres films d'Hitchcock. Je pense que c'est plus vers 12-13 ans que je découvre Psychose. Je dois avouer que c'est assez flou. Donc c'est pour ça que je laisse le flou. J'ai laissé le flou de la mémoire un petit peu là-dedans, mais c'est parce que je pense à la télévision avec La mort aux trousses, avec Fenêtre sur cour ou d'autres films qui étaient peut-être diffusés à la télévision d'une manière beaucoup plus simple que Psychose, que je vais ensuite découvrir, aller vers Psychose. Donc la porte d'entrée Hitchcock, pour moi, n'est pas Psychose en premier. Ça viendra plus tard. Par rapport à la télévision, si je comprends bien, enfin, ce que vous dites dans le livre, c'est que l'écriture que la télévision peut donner, peut proposer, c'est ce qui a permis aussi à Hitchcock d'orienter son cinéma vers autre chose, vers un territoire qui est beaucoup plus performant, beaucoup plus dynamique. Le rapport à la télévision, là, les répercussions de la télévision, ce qu'il fait lui à la télévision avec sa série, et dans laquelle il réalise des épisodes, ça a complètement, enfin, il y a un avant et un après dans les répercussions qu'il y a eu sur son cinéma. En gros, c'est ça que vous dites. Psychose, sans la télévision, n'aurait pas existé finalement. Alors oui, c'est quelque chose finalement d'assez intéressant et complexe, c'est-à-dire que Alfred Hitchcock sort d'un succès considérable avec La mort aux trousses. La Paramount veut absolument qu'il continue de faire ce type de cinéma, donc on est véritablement là dans une logique de studio qui est tout à fait habituelle. Hitchcock, lui, comme il l'a toujours fait dans son cinéma, ce qu'on a un peu tendance à oublier, change. Essaye toujours de nouvelles formules, travaille toujours à essayer de s'interroger par de nouvelles formes, en essayant toujours des pas de côté. Et lorsqu'il découvre le roman de Robert Bloch, eh bien, il va immédiatement savoir et comprendre qu'il y a pour lui un enjeu cinématographique et une proposition cinématographique singulière, inédite, radicale qu'il veut proposer. Pas simplement de faire un film d'horreur, mais également de proposer un film d'Hitchcock pour le circuit A, qui déplace complètement le circuit B ou Z. Ça, c'est quelque chose de très important.
La Paramount ne veut absolument rien entendre de ce projet et donc il va aller vers Universal. Or, il connaît Universal parce que c'est Universal qui accueille depuis quelques années son programme, les Alfred Hitchcock Présente, qui ont une écriture très très différente, une écriture à la fois scénaristique mais également une écriture de tournage très très différente, beaucoup plus rapide, avec plusieurs équipes qui tournent en même temps, et il connaît, il a l'expérience de cette énergie qui est celle de ces séries télé qu'il produit, qu'il anime, mais parfois qu'il réalise aussi. Il a réalisé un certain nombre de films pour la télévision, pour son programme. Et très très clairement, à partir du moment où il énonce très très fortement au studio que ce projet est important pour lui et que donc il va faire la bascule vers Universal, bascule qui va également s'accompagner d'un choix aussi de production, c'est-à-dire qu'il va mettre son argent, il va décider d'être moins payé pour ce film, donc il y a un engagement très très profond, il a l'intuition qu'il y a au travers de ce film quelque chose qui va bousculer le cinéma et bousculer son propre cinéma. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un cinéaste installé en 1959, il sort de La mort aux trousses, qui est un succès mondial considérable, il est installé, il peut s'asseoir. Il ne s'assoit pas, il décide quand même malgré tout de proposer quelque chose on peut le dire, de très casse-gueule. Et le film lui-même, d'une certaine manière, peut apparaître dans sa proposition comme très casse-gueule par rapport à une écriture cinématographique du grand Hollywood classique. Assassiner la vedette du film au bout de 45 minutes, c'est un geste qui n'est pas anodin. Et donc, il va se servir et il va capitaliser sur ses équipes télé, sur sa connaissance de la télévision, pour justement, je pense, être dans cette énergie qui est la sienne. Il va aussi travailler avec des gens qu'il ne connaît pas, comme Joseph Stefano, qui va être le scénariste du film et qui va faire une proposition très très intéressante après un premier scénario qui ne lui plaisait pas. Et donc, il va véritablement réussir finalement ce pari de ce film. Que encore une fois, beaucoup ne veulent pas. Paramount a vraiment tout fait pour qu'il ne fasse pas ce film, en lui disant au moment où il veut tourner, on est désolé, mais tous les studios de tournage sont pris au moment où vous voulez le faire, etc. Donc c'était des conditions qui étaient très très compliquées. Pourtant, Hitchcock sait qu'il y a quelque chose qui est tout à fait significatif, qu'il veut faire. Sur le mois et demi, les 2 mois de tournage du film, 7 jours vont être consacrés au tournage de la séquence de la douche, donc qui montre et qui prouve dans la préparation du film que Hitchcock est absolument conscient qu'il y a là un enjeu pour son cinéma et peut-être même pour le cinéma dans le projet et dans le projet qui va s'articuler donc via Universal avec une sorte d'énergie télévisuelle qu'il a trouvée au travers de sa production télé. Mais ce que vous dites aussi dans le livre, c'est que le spectateur de 1961-62, il est prêt aussi pour ça. C'est qu'avant, il n'aurait peut-être pas été prêt. Il n'aurait pas été. Et ça, vous le dites, c'est important. C'est-à-dire que oui, ce qui est très important, c'est que Hitchcock est quelqu'un qui est très très conscient de ce qu'est le travail de l'image, de sa propre image. Hitchcock n'a de cesse de mettre en scène sa propre image. On le sait par les caméos, les apparitions qu'il fait dans tous ses films qui ont un effet de signature. Là, donc, c'est pain béni pour justement Truffaut, politique des auteurs. Mais ce que Hitchcock
fait et découvre et amplifie quand il fait son show, c'est qu'il va mettre en scène sa propre image. Les shows, Alfred Hitchcock présente fonctionne sur le modèle de l'anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode est un film unique autour d'une thématique commune, donc le frisson, l'horreur, ancrée plutôt dans le quotidien, et qui sont la patte d'Hitchcock que l'on retrouve dans chacun des films qui est proposé, donc dans la régularité télévisuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un générique qui met en scène le visage et la figure d'Hitchcock, et il y a une présentation de chaque film pour la télévision où Hitchcock se met en scène. Il se met en scène en ouverture avant le film pour la télé, et il se met en scène à la fin. C'est lui qui clôt complètement l'émission télé. Et le public des années 50 connaît au quotidien, au plus près de leur vie quotidienne, la figure d'Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock est devenu une figure populaire qui met en scène sa propre image à la télévision, chez les gens, et qu'il met également en scène dans son cinéma. Et donc, il va y avoir une translation assez évidente qui va permettre aussi au public d'avoir une identification à la figure Alfred Hitchcock beaucoup plus grande. C'est une figure populaire qui est ancrée dans le quotidien du public américain d'abord. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'au moment où, en France, on va signifier Alfred Hitchcock comme étant un cinéaste, un auteur, au sens donc de la politique des auteurs, eh bien, en même temps, la figure d'Alfred Hitchcock est une figure qui sait parfaitement utiliser les codes commerciaux et d'identification populaire. Il est une véritable porte d'entrée dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui la pop culture. Et c'est là qui est tout le paradoxe d'Alfred Hitchcock, qui trouve son point de rencontre dans Psychose. Et c'est ça qui est très intéressant. Et si, par exemple, et vraiment j'encourage toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous voient, enfin surtout vous, parce que moi on ne me voit pas. On vous imagine, ne vous inquiétez pas. c'est d'aller voir la bande-annonce qu'Alfred Hitchcock fait de son film, qui est un véritable chef-d'œuvre, avant même le chef-d'œuvre du film. Alfred Hitchcock. Alors, je fais quelque chose que je déteste faire, c'est de vous couper la parole, parce que j'ai envie de lire un extrait du livre dans lequel, vous évoquiez un aspect de la bande-annonce, et après, vous pourrez en parler de la bande-annonce. Mais juste, c'est la page 40, et c'est dans le chapitre sublime, absolument sublime, Psychose, une sidération. Vous posez une question qui je trouve est fondamentale et surtout d'actualité. Pourquoi Psycho, alors je vous cite, pourquoi Psycho est-il aussi marquant au-delà des manigances publicitaires d'Hitchcock? Pourquoi continue-t-il d'obséder la mémoire des spectateurs, des cinéphiles et des cinéastes ou des artistes, et donc de produire un effet cinéma? Il faut considérer la mise en scène d'Hitchcock comme l'instrument privilégié d'instauration de ce régime d'inadéquation. Ce qui provoque d'abord l'instabilité stupéfiante du film, c'est sa brutale inversion. Un personnage secondaire devient le personnage principal. La vedette du film, Janet Leigh, la tête d'affiche est sacrifiée au bout de 45 minutes. Cette bascule est en soi une véritable gageure. Elle provoque ce premier choc, ce premier état de sidération. Comment une production cinématographique de ce niveau et une actrice renommée peuvent-elles opérer une telle torsion? Cette première bascule était sournoisement préparée par la bande-annonce, et c'est bien Vera Miles que l'on découvrait hurlant derrière le rideau de douche, pas Janet Leigh, parce que dans le film, c'est plutôt Janet Leigh, et Vera Miles joue le rôle de... C'est Lila, si je ne me trompe pas, c'est la sœur. C'est la sœur qui, à la fin, découvre... Bref, ça, je ne peux pas spoiler, je ne peux pas.
D'habitude, je m'en fous du spoil, mais là, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, je dirai rien, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas encore vu. Hein. Et donc, et vous continuez. D'autre part, cette logique de glissement d'un personnage à l'autre trouble les habitudes. Hitchcock a pris soin de permettre au spectateur de s'identifier à Norman Bates comme à Marion Crane. Marion Crane, c'est le personnage joué par Janet Leigh. L'atroce disparition de l'une et la réalité repoussante de l'autre rendent détestables les mécanismes d'identification. Enfin, les conditions de la mort par Norman Bates rendent possible cette expérience du sublime si on la considère bien comme une forme d'outrepassement des catégories, esthétiques ou réelles. Le spectateur est ainsi mis devant quelque chose qui existe et qui ne le devrait pas. Et ça reprend exactement ce qu'on se dit depuis plus d'une demi-heure, c'est-à-dire par rapport au spectateur, l'image du spectateur, la position du spectateur, mais aussi cette espèce de voir un cinéaste qui a énormément confiance en l'intelligence de son spectateur jusqu'à lui proposer quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, qu'il n'avait jamais vu dans un film, scénaristiquement parlant. Et puis surtout, il y a ce travail en amont qui est la bande-annonce, dans laquelle bande-annonce, il continue encore de tordre l'image et de jouer avec ça. Et je trouve ça incroyable. Ah oui, oui, cette bande-annonce, c'est un vrai chef-d'œuvre. Hein. Alors, et ça rejoint complètement ce qu'on disait précédemment autour de la télévision, puisque le réalisateur de cette bande-annonce, Allardyce, est le réalisateur de toutes les bandes-annonces de Alfred Hitchcock présentes. C'est-à-dire qu'il a demandé à quelqu'un avec qui il a noué une relation de confiance très très grande. Allardyce est aussi quelqu'un qui va écrire les discours que Hitchcock peut prononcer dans différents endroits. Et donc, c'est lui, Allardyce, qui fait la bande-annonce avec Hitchcock, à la manière des Alfred Hitchcock présentes, dans le lieu du film. Mais ce qui est très intéressant, il faut être très attentif à cette bande-annonce, c'est que le lieu du film, on ne sait pas véritablement si c'est le décor ou si c'est le véritable lieu. Et en réalité, il est considéré comme un lieu, puisque Hitchcock, au cours de la bande-annonce, dit que d'ailleurs l'hôtel est à vendre. Donc, si quelqu'un veut l'acheter, voilà. Mais cette phrase est très très importante, parce que c'est peut-être à l'intérieur de cette phrase qu'on peut tirer le fil de toutes les suites et de tout ce qui va générer. Oui, exactement. Et oui, parce que le lieu, c'est véritablement le motel et la maison Bates. C'est vraiment la hantise cinématographique. C'est-à-dire, c'est vraiment l'endroit que l'on va visiter pour essayer de voir si on va trouver les fantômes d'Alfred Hitchcock. Et ça, je crois que tout le cinéma ne cesse ça. Et ce qui est absolument passionnant par rapport à cette idée du lieu et à cette incertitude que Hitchcock fait peser tout au long de la bande-annonce, puisque on visite le lieu du crime et non le décor, mais en même temps, on sait que c'est un décor, donc il y a un jeu. Vous avez raison de dire que Hitchcock s'appuie sur l'intelligence du spectateur. Hitchcock le dit, il l'énonce, hein, il aime manipuler le spectateur, il joue beaucoup sur ça, mais il joue aussi beaucoup sur l'intelligence du spectateur. Il sait que le spectateur est intelligent et est tout à fait capable de comprendre toutes les forfaitures qu'il met en scène et qu'il montre au spectateur. Et cette bande-annonce, de ce point de vue, est absolument géniale. Donc, il y a le lieu qu'on visite, avec voilà, toute la saveur où on s'arrête sur un lieu et puis il commence à raconter ce que le spectateur va voir et puis il s'arrête avec une sorte de petite moue dégoûtée en disant « Non, je peux pas vous raconter, c'est vraiment trop horrible. » Enfin bon, c'est vraiment très, très savoureux. Et il y a cette fin absolument géniale où Hitchcock se met en scène en Norman Bates, puisque c'est lui qui tire le rideau. Sauf que la personne que l'on va voir, mais très très brièvement, n'est pas celle qui va être tuée dans le film, mais Vera Miles. Donc, il joue aussi sur cette idée que désormais le spectateur va attendre finalement que ce soit Vera Miles qui meurt, puisque c'est dit dans la bande-annonce. Sauf que ce qu'il met en scène,
c'est ce qui va arriver à Janet Leigh. Et donc, ça amplifie cet effet justement de décalage et de torsion qui est à l'intérieur du film. L'objet de cette bande-annonce est absolument retors et mérite vraiment, puis 6 minutes 30, enfin, c'est quelque chose de complètement dingue, et qui est vraiment très, très intéressant par rapport au film et par rapport à cette idée de l'utilisation finalement de l'imaginaire télévisuel qu'il a lui-même mis en place et qu'il réutilise et qu'il synthétise à cet endroit de son œuvre pour Psychose. Donc ça n'est pas simplement les conditions de production et de tournage et de réalisation, mais c'est également la manière dont il va construire le lancement de son film. Et ça, c'est vraiment important. Alors, malheureusement, on ne pourra pas tout dire de ce livre, mais en tout cas, effectivement, vous travaillez beaucoup sur la progression, la genèse, mais aussi les conséquences, les répercussions, comment le film a été perçu, les répercussions aussi, vous parlez de culture pop, etc. Mais moi, ce qui m'intéresserait avant de nous quitter, c'est de parler effectivement de choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on parle de Psychose, à savoir donc, et vous l'avez évoqué au début de l'émission, c'est-à-dire les 3 suites qui ont eu lieu, et puis surtout peut-être un peu de parler des parodies, des hommages, et surtout du film de Gus Van Sant. Et puis de terminer, et ça j'insiste beaucoup, sur Perpignan et Cary Grant, parce que ça je pense que c'est important. Mais ce qui est très drôle, c'est que moi je sais que moi je n'ai aucun je n'ai pas de souvenir flou en fait concernant Psychose. Je sais exactement comment cela s'est passé, si je peux me permettre. Moi j'avais 7-8 ans et c'était pas en France, c'était pendant les vacances d'été, c'était dans un petit village kabyle en Algérie, il faisait nuit, c'était donc une nuit estivale, et donc il y avait un salon comme ça qui donnait sur la cour extérieure, il y avait des adultes autour de moi et la lumière était allumée, et puis il y avait cette télévision et en 85-86 en Algérie, il n'y avait qu'une seule chaîne, et il y a un film comme ça qui passe en noir et blanc, et j'ai même pas, oui, je dois avoir 7-8 ans, et le plus important, c'est que je ne comprenais pas du tout ce que je voyais, parce que déjà c'est du noir et blanc, et puis j'étais paradoxalement intrigué par ce que je voyais, c'est-à-dire l'histoire d'une femme extrêmement belle, et en même temps qui dégageait quelque chose d'assez, comment dire, moi à l'époque j'avais pas les mots, mais peut-être avec le temps, je savais que ce qu'elle dégageait, il y avait comme si elle était accompagnée de la mort. Et c'était très troublant de voir cette personne qui vole cet argent, qui se retrouve face à un flic et dont le réalisateur insiste beaucoup sur les lunettes de ce flic. Je sais pas qui est Alfred Hitchcock ni qui est Janet Leigh, je vois juste des gens évoluer dans un film, et puis il y a cette scène où elle arrive donc dans cet hôtel, et puis ce personnage qui est en apparence extrêmement sympathique et qui lui propose donc un sandwich et du lait. Et donc il y a cette scène incroyable où il se retrouve dans cette espèce de pièce remplie comme ça d'animaux empaillés, et ils sont en train de discuter. Et quand j'ai lu votre livre, le fait que le livre démarre sur ce tableau, Suzanne et les vieillards, et donc que ce tableau se trouve dans cette scène qui, pour moi, est la plus importante du film. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est la scène la plus importante du film. Ça n'est ni celle de la douche, ni celle du final. C'est cette scène incroyable où elle est en train de le draguer, et puis lui, et c'est là que commence quelque chose. Et cette scène m'a toujours, et je me souviens quand j'étais gosse, m'a heurté parce que je ne comprenais rien de ce qui se passait. Mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était invisible, et plus tard je saurais que ça s'appelle le hors-champ, et qui m'a marqué en fait. Et donc le fait de faire une connexion avec l'ouverture de votre livre où vous parlez de Suzanne et les vieillards, je trouve que c'est vraiment ça finalement, c'est très important, c'est ce hors-champ. Et surtout j'avais cette impression à ce moment-là de ne pas être un enfant, mais d'être autre chose qu'un enfant. Et je trouve que c'est un film incroyable qui nous fait passer de l'âge d'enfant à l'âge d'adulte. Plus rien ne sera comme avant, en fait, après, à partir de ce film. C'est pour ça que je suis très intéressé aussi, parce que j'ai vu le 2, le 3 et le 4. J'ai aussi vu beaucoup de films de Palma, et il y a un lien très fort, ça vous en parlez dans le livre.
et puis surtout Gus Van Sant. Et donc, j'étais très intéressé de lire ça. Et j'aimerais bien, bon, vous en parlez beaucoup, mais comment vous pouvez expliquer, on va prendre la question par la fin, comment vous pouvez expliquer une espèce de espèce de refus comme ça de considérer ces trois films-là, et surtout les moqueries qu'il y a pu avoir lorsque Gus Van Sant a fait ce film, qui aujourd'hui n'est pas très bien reçu. Enfin, je veux dire, j'entends ici et là des espèces de grosses moqueries, mais comment on peut l'expliquer, ça? Et puis surtout, vous, comment vous les voyez, ces films-là, aujourd'hui, finalement? Alors c'est très intéressant parce que je pense que ces films, ces films sont méprisés tout simplement parce que ils viennent après Hitchcock, que ils n'ont pas lieu d'être par rapport à l'idée de chef-d'œuvre, par rapport à l'idée d'auteur. Par rapport à un certain mépris sur la question de la suite et des prolongements qui s'inscrit autour de l'idée de l'œuvre unique par son auteur, bon, voilà, et par rapport à une question commerciale qui est là. Et par rapport à une certaine idée que, en effet, ces films sont des films à petit budget, qui peuvent aussi avoir leur maladresse, hein, faut pas non plus le nier. Mais je trouve qu'avec le temps, et puis aussi avec peut-être aussi, justement, vous parlez du film de Gus Van Sant, on va y venir, mais il y a aussi eu une série, etc., qui a existé. Et bien ça permet de réévaluer rétrospectivement ces suites. Ça, je pense que c'est aussi intéressant à le dire historiquement. Ce qui, moi, m'a intéressé dans ces suites, c'est le fait que, malgré tout, il y a un fil directeur sur toutes ces suites, qui est la présence d'Anthony Perkins dans les suites. Ce qui donne un crédit et une épaisseur. Et moi, ce qui m'a... le parti pris qui a été celui de la réévaluation de ces trois suites, eh bien, c'est de regarder ce que Anthony Perkins essaye de faire de son personnage. Et je trouve que là, il y a quelque chose de tout à fait passionnant, à la fois dans la persona d'Anthony Perkins, mais aussi du point de vue de l'histoire du cinéma. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on essaye de faire évoluer un personnage? Et ça, c'est vraiment passionnant. Et sachant que le film, le Psychose 2, qui est un film de 1983, donc se situe 22 ans, 20 ans après. Et que donc, on retrouve les personnages. Norman Bates est interprété par Anthony Perkins, mais Vera Miles reprend son rôle également dans le film. Donc, ce qui fait qu'il y a un ancrage qui est très fort. Et de film en film, ce qui m'a vraiment, moi, passionné, c'est justement d'essayer de voir comment on essaye de réinterpréter, de faire bouger le personnage de Norman Bates. Pas simplement de dire Norman Bates, c'est un psychopathe qui tue, donc de film en film, il va continuer de tuer et refaire exactement la même chose. C'est-à-dire une sorte de reproduction mécanique, comme on peut hélas le voir dans de nombreuses suites. Ça n'est pas du tout le cas de ces suites. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Et de voir le personnage de Norman Bates essayer de retrouver une normalité, alors que c'est le monde autour de lui qui lui refuse ce retour à la normalité, c'est aussi Anthony Perkins qui parle finalement du poids de cet héritage qu'il a sur les épaules. Et c'est vraiment passionnant, jusqu'au dernier. Et ce qui est vraiment intéressant ensuite, c'est tout à coup de voir comment ces suites, sont les matrices d'un certain nombre d'autres choses à l'intérieur du cinéma, y compris du cinéma de Palma, y compris dans le film de Gus Van Sant. Moi, le Psychose 3, donc le troisième opus, il est réalisé par Anthony Perkins, qui est aussi l'acteur principal du film, et dans lequel il y a une sorte de jeu comme ça, vraiment une spirale, puisque le film s'ouvre sur Sueur froide, en hommage à Sueur froide. Donc il y a un effet comme ça de spirale infinie. Et quand on voit ce film Psychose 3,
on ne peut qu'être stupéfait de se dire que le projet de Gus Van Sant est induit par cette suite Psychose 3. Je n'ai pas réussi. En fait, il faudrait tout simplement que je contacte Gus Van Sant d'une manière ou d'une autre pour lui demander s'il a vu Psychose 3. Parce qu'il y a vraiment un lien comme ça, très très puissant entre ces films. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question de la réévaluation du film de Gus Van Sant. Et je le dis moi-même, quand à sa sortie, ce film, je l'ai détesté. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour l'approcher, pour l'apprivoiser, pour essayer de le comprendre, pour sortir un tout petit peu de mes propres carcans, tout simplement, de personnes qui fréquentent le cinéma et qui aiment. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir absolument le réévaluer, alors que d'habitude, quand on n'aime pas un film, bon, on le met de côté et on se dit on le reverra un jour par hasard s'il passe à la télé. Mais pourquoi cette sensation étrange avec ce film de se dire je suis peut-être passé à côté de quelque chose? Tout simplement parce que je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup fréquenté le monde de l'art contemporain et qu'à un moment donné, le monde de l'art contemporain s'est saisi du cinéma, a fait du cinéma une matière artistique dans le monde de l'art contemporain et que Alfred Hitchcock, les films d'Alfred Hitchcock sont des objets très très puissants pour de très très nombreux artistes de l'art contemporain, les plus célèbres étant Douglas Gordon ou Pierre Huyghe, mais il y en a des dizaines d'autres. Et je dirais que c'est d'une certaine manière Douglas Gordon ou Pierre Huyghe qui m'ont interpellé dans leurs œuvres en me disant non mais il y a peut-être quelque chose de plus profondément artistique dans le geste de Gus Van Sant. Et donc j'ai opéré un véritable aggiornamento, c'est-à-dire que je me suis remis devant le film, y compris en allant le revoir au cinéma, et en ayant finalement un travail, en ayant fait un travail sur mon propre regard, qui consistait justement à dire que non, ce film est un film incroyable. Et c'est un chef-d'œuvre dans un espace très, très, très particulier et très précis et qui nous parle d'Hitchcock, bien sûr, mais qui nous parle surtout de la situation du cinéma en 2000. Et c'est quelque chose de très, très profond qui mérite une réévaluation absolument pas tiède. Voilà. Et je suis vraiment, vraiment passé de quelqu'un qui était très circonspect par rapport au film. J'avais écrit un article, je me souviens plus exactement, je crois que le titre c'était Le bel échec de Gus Van Sant. Et aujourd'hui, je biffe le mot échec. Complètement de l'article que j'avais pu écrire précédemment et je crois aussi que c'est parce que j'ai fait un travail un petit peu plus approfondi grâce à ce livre sur le film d'Hitchcock que je peux peut-être réévaluer mon propre regard et me dire, mais non, le travail de Gus Van Sant, en plus d'être d'une honnêteté absolument sans ambiguïté et complètement extraordinaire de ce cinéaste, me parle peut-être beaucoup plus aujourd'hui. Peut-être que c'est parce que je n'avais pas fait le travail que j'ai fait et qu'il y a toujours un peu une morgue critique qui existe et il faut toujours faire un pan sur le bec de cette morgue critique et que j'opère là avec, dans ce livre je le dis avec bonheur quoi. Je suis content de pouvoir dire ah oui j'ai été quand même très très présomptueux de penser que ce film est un échec. Je pense aujourd'hui vraiment le contraire. Alma a adoré. Alma, c'est Alma Hitchcock. Hitchcock avait dit dans sa femme qu'elle avait adoré le livre, si je me souviens bien. C'est ça, c'est le livre. Non, exactement. En fait, c'est Hitchcock a 10 ans à Stefano, le scénariste, après avoir
donner la lecture de son scénario. Stefano attend la réponse de Hitchcock et Hitchcock lui dit Alma a adoré ça, et donc qui est une manière de dire c'est très bien. C'est bon, c'est très bien. Qui a volé le tableau? Cary Grant. Ah ben voilà. Mais il faut expliquer pourquoi c'est Cary Grant. Mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. C'est un petit jeu à la fin du livre. Alors il faut aussi remercier plus que chaleureusement Pierre-Julien Marest, parce qu'on s'est beaucoup amusé, et surtout Pierre-Julien, avec la maquette du livre, puisque le livre est traversé comme ça de très très nombreuses illustrations, et qui ne sont pas des illustrations, qui sont véritablement des jeux, des dialogues entre le texte et les images, pour approfondir un tout petit peu ces éléments. Et donc à la fin du livre, je reviens sur ma visite du musée de Perpignan, avec des éléments tout à fait factuels et réels et réalistes. Et puis ben, je divague un petit peu sur qui a pu voler ce tableau. Et évidemment, on se souvient du film La main au collet, qui met en scène Cary Grant en voleur comme ça sur la Riviera et en France, donc qui est un film de 1955, et donc j'imagine en 1972 que c'est Cary Grant qui veut avoir une sorte de dernier petit frisson hitchcockien qui vole ce tableau, et donc la photographie que vous avez montrée à l'écran, ce qui est important, c'est qu'elle est sous-titrée, enfin elle a un titre, donc photo anonyme, Cary Grant sur le toit du musée Hyacinthe Rigaud à Perpignan, 1972. Alors que, bien évidemment, c'est une photographie du film. Donc, on a aussi un petit peu joué sur ces éléments de cinéphilie pour d'une certaine manière, prolonger l'hommage à Hitchcock et l'image au film. Mais il reste ce tableau qui a véritablement disparu, dont personne n'a strictement aucune nouvelle. Et donc il faut imaginer ce tableau accroché quelque part, et avec l'identité d'un voleur qui est définitivement, je pense, perdu. 1972, si le tableau devait réapparaître, je serais le premier à vous le signaler. Écoutez, le tableau, il est là où il est depuis toujours, c'est-à-dire dans le salon de Norman Bates. Absolument. Et il ne faut pas le retirer, il faut le garder comme tel, et c'est très bien. Juste une petite chose, j'aime bien parce que, alors je vais quand même le mettre en gros plan, parce que je trouve ça très sympa. Attendez, voilà. Si vous voyez bien la manière que c'est présenté, eh ben, on voit très vite que c'est Hitchcockien, Sébastien Rangier. Voilà, c'est juste, j'ai l'impression d'avoir des petits enfants en face de moi qui se sont éclatés dans. Ah oui. Je dois avouer que avec Pierre-Julien Marest, nous avons eu dans la maquette, il y a quelque chose de notre goût et de notre amour du cinéma, et qui aussi peut être un amour très enfantin, et que même s'il peut y avoir 2-3 moments un peu intelligents dans le livre, on s'est beaucoup amusé. On s'est beaucoup amusé, moi à l'écrire, parce que c'est aussi, moi je dois le dire, c'est toujours très très joyeux de reparcourir quelque chose qui nous a passionnément fascinés, et puis de découvrir tout un tas d'autres choses à la suite, parler de blocs, etc. Et aussi, de jouer joyeusement avec cet amour, ce goût du cinéma et ce goût d'Hitchcock. Et je pense que avec Pierre-Julien Marest, la manière dont la maquette a été faite a participé aussi de cette joyeuse aventure de ce livre. Voilà. En tout cas, c'est un livre que je recommande passionnément. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. C'est Alma a adoré, Psychose en héritage. C'est écrit par Sébastien Rangier. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur cette chaîne pour en parler. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, de vous lire et surtout de vous écouter.
Merci beaucoup pour votre belle émission, votre belle chaîne et votre invitation. Merci. J'espère que la prochaine fois, si on discute d'un autre livre, j'espère que là, pour le coup, vous réglerez votre problème de caméra. J'espère. À très bientôt. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle.